Maud, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur de France, pour la clarté de vos propos qui à la fois nous imposent un certain réalisme sans nous empêcher d'y croire. Et je pense que c'est ce dont nous avons besoin. Je voulais revenir sur un concept qui est celui de l'autonomie stratégique, concept qui a été accéléré au moment à la fois de la pandémie et puis sous l'impulsion également de l'action du commissaire Thierry Breton. Ça a été rappelé par le président de la République comme étant une priorité de la présidence française de l'Union européenne, donc à la fois sur les sujets industriels, numériques, de cybersécurité. Vous l'avez dit tout à l'heure, un des atouts de l'Union européenne en matière de définition des politiques publiques et en matière finalement d'édification d'une certaine souveraineté, c'est sa capacité normative, de régulation. Et c'est vrai qu'en matière, par exemple, de RGPD, on voit bien que l'Union européenne a servi d'aiguillon au reste du monde sur ces questions de protection des données. Pour autant, ne pensez-vous pas que d'autres leviers mériteraient d'être activés, particulièrement au cours de la présidence française de l'Union européenne, et je pense au levier de la politique de concurrence, la politique commerciale, ou encore l'accès au financement pour nos industries, à la fois pour protéger et promouvoir nos champions européens. Madame Gatel, l'autonomie stratégique est effectivement le concept qui s'impose aujourd'hui, après la crise encore davantage, à la lumière du constat des insuffisances, des vulnérabilités, des fragilités que la crise a révélées. Il y a des dépendances excessives du fait de l'étirement des chaînes de production, et on s'est rendu compte à quel point l'Europe, dans sa vie quotidienne et dans le fonctionnement de son économie, était devenue extraordinairement vulnérable. D'où le regain de pertinence et d'actualité du concept d'autonomie stratégique, qui avait d'abord été introduit dans la stratégie de sécurité en 2016, d'une manière un petit peu clandestine d'ailleurs, parce que pour des raisons procédurales compliquées, ce texte n'avait jamais été négocié ni adopté formellement par le Conseil européen. Et on se réfère toujours à l'autonomie stratégique qui a été affirmée par cette stratégie comme une décision prise en pleine connaissance de cause par le Conseil européen, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Ça n'enlève rien à son importance et à sa valeur. Le fait qu'il n'y ait pas de consensus total sur tout ce qu'implique l'autonomie stratégique explique qu'on ait recours, dans la voix de certains, à un oxymore étrange parlant d'autonomie stratégique ouverte, ce qui est une manière de réduire considérablement la portée de l'ambition. Mais je pense que, encore une fois, il faut essayer, oserais-je dire, de tirer profit de ce qui nous est arrivé, cette crise sanitaire, pour considérer qu'il faut effectivement agir de manière beaucoup plus volontariste dans ce domaine. À cet égard, vous soulignez très justement qu'une approche sur les normes n'est pas suffisante. Il faut effectivement développer une capacité d'innovation, développer nos capacités de recherche, développer les capacités d'accès au financement pour toutes les activités économiques nécessaires pour la constitution de cette autonomie. Et je pense que c'est le sujet sur lequel il faut parvenir. C'est une des missions de la présidence française quand j'évoquais le besoin de transversalité, d'unité, de continuité entre des sujets et des outils de nature diverse. Montrer que tout ceci peut converger dans une ambition, un objectif, qui est de renforcer cette autonomie européenne.